Il était l'homme bien de la famille. Celui qu'on appelait en premier quand quelque chose n'allait pas. Celui qui avait un mot juste pour chaque situation difficile. Celui dont le prénom revenait dans toutes les conversations familiales avec cette chaleur particulière qu'on réserve aux gens qu'on admire sans se l'avouer vraiment. Mon oncle Daniel. En mars 2022, la police l'a arrêté devant chez lui, un mardi matin, pendant qu'il sortait sa poubelle. Et notre famille n'a plus jamais été la même. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Daniel était le frère de ma mère, son cadet de 3 ans. J'avais grandi avec lui présent à chaque fête, chaque été, chaque moment important. Il avait été à mon baptême, à ma communion, à mon bac. Il avait dansé à mon mariage en 2019 avec une énergie qui avait fait rire tout le monde. Je vais vous raconter ce que j'ai appris sur cet homme depuis mars 2022. Ce que j'aurais préféré ne jamais apprendre. Et ce que je pense maintenant sur ma propre capacité à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Daniel avait 53 ans au moment de son arrestation. Technicien de maintenance dans une usine agroalimentaire de la région bordelaise depuis 22 ans. Divorcé, son mariage avait duré 8 ans, il n'avait pas d'enfant. Il vivait seul dans une maison qu'il avait achetée et rénovée lui-même à la périphérie de Bordeaux. Il avait des amis, un chien, un jardin dont il était fier. Il partait en vacances 2 fois par an, une fois avec des amis au ski, une fois en randonnée l'été. Il n'avait pas de casier judiciaire. Pas le moindre antécédent. Pas une seule mention dans un fichier de police en 53 ans. Ce que la police avait trouvé lors de la perquisition de sa maison avait pris 3 jours à inventorier. Je ne vais pas vous donner tous les détails de ce qu'ils ont trouvé parce que certaines choses appartiennent aux familles des victimes et pas à moi. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris sur Daniel entre mars 2022 et le procès d'octobre 2023. Il y avait 3 victimes confirmées. 3 femmes entre 45 et 60 ans. Vivant dans la région bordelaise. Sans lien apparent entre elles sauf un, elles étaient toutes les 3 bénévoles dans la même association caritative où Daniel avait été bénévole pendant 7 ans. 7 ans. Il avait fréquenté cette association pendant 7 ans. L'association organisait des maraudes, ses sorties nocturnes pour distribuer de la nourriture et des vêtements aux personnes sans abri. Daniel y participait régulièrement selon ses collègues bénévoles. Il était apprécié. Fiable. Toujours là quand on avait besoin de lui. Exactement comme dans notre famille. Ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre, et je ne suis pas certain d'avoir vraiment compris encore, c'est la chronologie. Parce que quand vous découvrez que quelqu'un de votre entourage a fait des choses comme ça, votre premier réflexe c'est de chercher le moment où ça a commencé. Le basculement. L'événement déclencheur. Quelque chose qui explique que l'homme que vous connaissiez s'est transformé en autre chose. Sauf que les enquêteurs n'ont pas trouvé de basculement. Selon les expertises psychiatriques réalisées pendant l'instruction, et j'ai eu accès à un résumé via l'avocat de ma mère qui était partie civile dans la procédure, Daniel ne s'était pas transformé. Il n'avait pas changé. Ce qu'il était au moment des faits, il l'avait toujours été. La violence, la prédation, la double vie, ça n'était pas apparu à un moment donné de sa vie adulte. Ça avait toujours été là. Sous tout le reste. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai apprise dans toute cette histoire. Pas ce qu'il avait fait. Pas la nature des actes. Mais le fait qu'il n'y avait pas eu de basculement. Que l'homme qui dansait à mon mariage en 2019 était exactement le même homme que celui qui avait fait ces choses. Pas un homme devenu quelqu'un d'autre. Le même homme. Depuis le début. Ma mère a mis des mois à pouvoir le dire à voix haute. A accepter que son frère, le petit frère qu'elle avait protégé et aidé toute sa vie, n'avait pas été piégé par une maladie ou un événement traumatique. Qu'il avait choisi. Délibérément. Méthodiquement. Pendant des années. Elle ne mange plus depuis que je lui ai lu le résumé du rapport psychiatrique. Pas du tout. Je veux dire qu'elle mange, elle est en vie. Mais elle ne prend plus aucun plaisir à manger. Elle dit que le goût des choses a changé. Je pense qu'elle parle d'autre chose que de nourriture. J'ai vu Daniel 2 fois depuis son arrestation. La première fois c'était lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, une procédure que je ne vais pas vous expliquer en détail parce que c'est complexe juridiquement, mais qui m'avait permis de me retrouver dans la même pièce que lui avec l'avocat et le juge présent.
Il m'avait regardé. Pas avec honte, j'aurais peut-être préféré la honte. Avec quelque chose que j'ai mis longtemps à identifier. De la curiosité. Comme quelqu'un qui observe comment vous réagissez à une information nouvelle. Comme quelqu'un qui a toujours regardé les gens de cette façon, comme des sujets d'observation plutôt que comme des personnes. J'avais pensé à toutes les fois où il m'avait regardé comme ça. Pendant mon enfance. Pendant mon adolescence. Et je n'avais pas remarqué parce que j'avais interprété ce regard comme de l'intérêt, de l'attention, de la présence. C'était peut-être de l'intérêt. Mais pas le genre d'intérêt que je croyais. La deuxième fois, c'était au procès. Je n'y suis pas allé tous les jours, j'aurais été incapable de tenir. Mais le jour du réquisitoire et le jour du verdict, j'étais là. Le réquisitoire du procureur a duré 3 heures. J'ai écouté en essayant de ne pas entendre certaines parties. Ma mère était à côté de moi et à un moment, elle a pris ma main et ne l'a pas lâchée pendant le reste de la journée. Daniel a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Il a reçu sa condamnation debout. Sans réaction visible. Avec les mains jointes dans le dos et ce regard qui regardait un point quelque part au-dessus des têtes des gens présents. Ni moi ni ma mère ne pleurions. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y avait plus de larmes disponibles pour ça. Peut-être qu'on avait déjà épuisé toutes les larmes dans les mois précédents. Ce qui m'a frappé en sortant du tribunal, en sortant dans la lumière d'une journée d'octobre ordinaire avec des gens qui passaient dans la rue avec leurs sacs de courses et leurs enfants, c'est que la vie continuait exactement comme avant autour de moi. Comme si rien ne s'était passé. Comme si le fait qu'un homme que j'avais aimé toute ma vie venait d'être condamné pour des choses que je n'arrivais toujours pas à formuler entièrement dans ma tête n'avait aucun impact sur la façon dont les feux de circulation passaient du rouge au vert ou dont les gens tenaient leur parapluie. La vie continuait. Elle continue toujours. C'est à la fois rassurant et profondément dérangeant. Il y a une chose que j'ai faite après le procès et dont je n'ai parlé à personne jusqu'à ce soir. J'ai contacté l'association caritative où Daniel avait été bénévole. Pas pour chercher des informations, l'enquête avait fait le tour de tout ça. Pour rencontrer les autres bénévoles qu'il avait côtoyés pendant 7 ans. J'avais besoin de savoir si quelqu'un avait vu quelque chose. Pas pour les blâmer, je ne suis pas en position de blâmer qui que ce soit. Pour comprendre si j'avais raté quelque chose d'évident. Si j'étais aveugle d'une façon que les autres n'étaient pas. J'ai rencontré 4 personnes. 4 bénévoles qui avaient travaillé avec lui régulièrement. Aucune n'avait rien vu. 2 d'entre elles m'ont décrit exactement la même chose que moi. Un homme fiable, chaleureux, toujours présent. Qui avait un mot pour tout le monde. Qui connaissait les prénoms des personnes sans abri qu'ils aidaient et qui se souvenaient de leurs histoires d'une semaine à l'autre. L'une d'entre elles, une femme d'une 60aine d'années qui était responsable de secteur dans l'association, m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit que depuis l'arrestation elle ne savait plus comment reconnaître les gens bons des gens qui faisaient semblant d'être bons. Que pendant 7 ans elle avait cru que Daniel était quelqu'un de bien parce qu'il agissait bien. Et que maintenant elle ne savait plus si agir bien voulait dire être bien. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je ne l'ai toujours pas. Ce que je peux vous dire ce soir après tout ça c'est ceci. Je fais plus attention maintenant. Pas de façon paranoïaque, je n'ai pas développé une méfiance maladive envers les gens de mon entourage. Mais j'ai arrêté de prendre pour accorder la correspondance entre comment quelqu'un se comporte et qui il est réellement. Ces 2 choses peuvent être identiques. Elles peuvent aussi être complètement séparées. Daniel était un acteur extraordinaire. Ou peut-être pas même un acteur, peut-être que certaines parties de ce qu'il montrait étaient réelles. Peut-être qu'il aimait vraiment danser au mariage et s'occuper de son jardin et partir en randonnée. C'est possible d'être à la fois une chose et son contraire exact ? Je ne suis pas psychiatre. Je ne peux pas répondre à cette question scientifiquement. Mais je pense que la réponse est oui. Et c'est pour ça que je dors moins bien depuis mars 2022 qu'avant. Fin.